Oui, aujourd'hui, la pédopsychiatrie est vraiment en grande difficulté, je crois que chacun le sait. Elle est tiraillée entre deux pôles diamétralement opposés. Soit les choses seraient purement neurodéveloppementales, c'est-à-dire endogènes, quasi neurologiques, génétiques, internes, soit elles seraient purement externes, post-traumatiques ou sociétales. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, en tout cas, c'est de travailler à l'interface des facteurs internes. Je suis psychanalyste, mais je sais bien que l'enfant arrive sur Terre avec sa part personnelle, son corps, son équipement neurologique, génétique, biologique. Il arrive sur Terre avec cette part personnelle et il va être à la rencontre d'un environnement dans toutes ses composantes, écologiques, on en parle beaucoup en ce moment, biologiques, alimentaires, culturelles, sociales, familiales. Et évidemment, dans cet environnement, il va rencontrer le travail psychique d'autrui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce point de rencontre, ce carrefour, cet entrecroisement entre les facteurs endogènes, les facteurs exogènes. C'est là que se situe la psychopathologie, ou plutôt les psychopathologies, parce qu'il y a la psychopathologie psychanalytique, mais il y a aussi une psychopathologie de l'attachement, une psychopathologie systémique ou familiale, une psychopathologie cognitive même, ou développementale. Voilà, donc j'ai la responsabilité de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent et je défends bec et ongle ce concept qui est loin d'être démodé, qui est même d'une modernité épistémologique stupéfiante et pas du tout à mettre aux accessoires, au rang des accessoires démodés. Alors dans cette approche multiple de l'enfant, j'ai besoin pour comprendre quelque chose de son développement et de son vécu, comprendre d'ailleurs, comprendre c'est prendre ensemble ce qui concerne sa réalité interne, son monde interne, et ce qui concerne sa réalité externe. Et les pédopsychiatres, aujourd'hui, enfin les pédopsychiatres, les psychologues, on a des outils formidables. On a l'attachement qui nous parle de la réalité externe, et on a la psychanalyse qui nous parle du monde interne. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, et je ne cesserai de dire que s'occuper correctement, convenablement d'un enfant, essayer de pouvoir s'identifier à son vécu, à son regard, à ce qu'il vit, il faut absolument, dans sa tête, prendre ensemble ce que la psychanalyse nous apprend de son monde interne et ce que d'autres théories peuvent nous apprendre de son monde externe. Voilà, moi, mon idéal est transdisciplinaire. Transdisciplinaire, c'est-à-dire pas simplement multidisciplinaire, qui serait de mettre un peu les savoirs en mosaïque par juxtaposition, pas seulement interdisciplinaire, qui est une espèce d'addition des savoirs, mais transdisciplinaire, c'est-à-dire à l'interface de ce que la psychanalyse peut nous apporter, de ce que les autres disciplines peuvent nous apporter, qu'est-ce qui peut surgir là, dans le joint entre les différents apports. Le complémentarisme de Devreux est très intéressant, mais Devreux a toujours dit un même objet d'étude peut être approché par différents angles, mais pas simultanément. Et moi, je rêve d'une transdisciplinarité simultanée, où ensemble, dans la tête du clinicien, il peut y avoir ce que la psychanalyse nous apprend et ce que d'autres choses peuvent nous apporter. Ce colloque autour du texte de Freud de 1920 me paraît vraiment venir à point nommé, parce que je prendrais l'exemple de l'autisme dont on parle le temps. Aujourd'hui, on nous dit un enfant sur 50, sur 60 est autiste. Ce serait risible si ça n'était pas tragique. On mélange tout. On mélange des enfants qui sont autistes typiques de Kanner à d'autres enfants qui ont des formes de souffrance et aussi, mais très différentes. Et on n'y voit plus clair, ni les cliniciens, ni les chercheurs. On est là dans des affaires de lobbying divers qui faussent vraiment la vision des choses. Mais quand même, là, ce qui est intéressant dans la notion de trouble du spectre autistique, qui est très vague, trop large, qui amène à un ensemble d'enfants trop hétérogènes, mais quand même, ce qui est très intéressant, c'est de se demander s'il n'y a pas une potentialité autistique qui est propre au vivant psychique. Autant je suis farouchement hostile à l'idée qu'il y ait un enfant 50 sur 50 qui soit autiste au sens typique et grave du terme, autant je me dis qu'il y a 100%
de potentialité autistique chez tout le monde, que dès qu'il y a du vivant, le vivant est tiraillé entre une potentialité d'ouverture à l'extérieur et une potentialité de retrait sur soi. Aujourd'hui, la psychanalyse et les sciences cognitives nous apprennent des choses formidables là-dessus. Pour ressentir que l'autre existe, il faut pouvoir le percevoir par plusieurs canaux sensoriels simultanément. Et il faut que les différents flux sensoriels qui viennent de l'autre soient rassemblés et coordonnés, synchronisés. La psychanalyse avec Melzer nous a parlé du mantènement des sensations, c'est exactement ce mouvement-là. Les cognitivistes nous parlent de la commodalisation des flux sensoriels, c'est deux mots différents, parce que deux choses un petit peu différentes, mais l'idée est la même. Rassembler les différents flux sensoriels qui viennent de l'objet pour découvrir que cet objet existe, c'est ça l'accès à l'intersubjectivité, et c'est ce qui se permettra la subjectivation ensuite dans la relation à l'autre, évidemment. Alors moi, je trouve ça absolument formidable, l'article de Freud, parce que pulsion de vie, pulsion de mort, évidemment, c'est très global. Là, on est au-delà du premier système pulsionnel, après les 6 ans d'hésitation, après la découverte du narcissisme. Mais ce qui est formidable dans l'opposition pulsion de vie, pulsion de mort, c'est pas de se dire est-ce qu'il s'agit de la vie ou est-ce qu'il s'agit de la mort. Là, c'est partir dans des débats philosophiques qui sont quand même étrangers à la psychanalyse. Mais c'est de se dire que tout organisme vivant a un mouvement vers le dehors, même si ce dehors n'est pas encore peuplé d'objets au sens strict, et une potentialité de rétraction, d'investissement, désinvestissement, objectalisation, désobjectalisation. Et je pense que tout bébé qui naît va être immédiatement pris dans ce conflit, dans cet équilibre dialectique subtil. Comment investir le dehors, même si ce dehors n'est pas encore clairement différencié, et comment, de temps en temps, se rétracter sur soi, non pas simplement en oubliant l'objet, mais en effaçant l'objet par démantèlement, décommodalisation ou désynchronisation des flux sensoriels. On en est là aujourd'hui, et malgré toutes les guerres qu'il y a autour de l'autisme, on n'a jamais eu une plaque tournante qui soit aussi féconde pour faire de la transdisciplinarité, j'y reviens, j'en parlais tout à l'heure. Mais c'est toujours au moment où la paix est possible qu'il faut poser des bombes, hein. Chacun le sait bien, ça s'appelle la logique du terrorisme. Donc moi je suis très heureux de participer à ce colloque et on a accepté, je remercie beaucoup les organisateurs d'avoir accepté le thème que j'ai proposé, de Freud à Stern, une petite histoire du plaisir. Aujourd'hui on ne peut plus penser le bébé, me semble-t-il, sans penser à Freud d'un côté et à Stern. Stern était psychologue, psychanalyste, américain. Il a d'abord travaillé aux États-Unis, puis il est venu à Genève, travailler avec Bertrand Kramer, qui est un autre grand nom pour ceux qui s'occupent de la petite enfance. Et Stern avait une faculté, il est mort il y a quelques années, c'est vraiment une perte immense. Il avait une capacité d'identification au vécu du bébé absolument stupéfiante, probablement parce qu'il était en lien vivant, très vivant, avec ses propres parties infantiles, une partie archaïque. Et chacun se souvient sans doute de son livre incroyable, Le journal d'un bébé, qui est paru au début des années 2000. Voilà, est-ce que Stern avait cette formation donc, de psychologie développementale et de psychanalyse, et il était aussi très proche de Paul Ricoeur, et à Saint-Vincent-de-Paul d'ailleurs on a eu une journée consacrée à l'intersubjectivité où on a essayé de mettre en perspective les apports de Stern, enfin du développement du bébé, et les apports de Paul Ricoeur. Et c'était tout à fait compatible et stimulant comme rapprochement. Et Stern nous a appris que la question du plaisir n'est pas en tout ou rien, qu'il y a une dynamique très importante. Alors j'en parlerai plus en détail dans mon intervention, mais au départ, l'idée de Freud, au fond, c'est que le plaisir est du côté de la décharge et que le déplaisir est du côté de l'excès de tension interne. Ça a quelque chose d'un tout petit peu statique, et quand on regarde le bébé, les interactions précoces, les jeux mère-enfant, on s'aperçoit qu'il peut y avoir du plaisir dans la montée de la tension, et pas seulement dans la décharge. Alors, est-ce que c'est un plaisir anticipatoire? Stern prenait souvent le jeu
comme exemple le jeu de la bébête qui monte. Quand on joue à ça avec un bébé et qu'il commence à rire avant même qu'on soit arrivé à son cou, est-ce qu'il est en train d'anticiper la décharge? Je pense que ça, là, c'est peut-être lui prêter beaucoup. Je pense qu'il y a du plaisir dans la montée de la tension, pourvu que cette montée soit suffisamment progressive, ce qui d'ailleurs nous ramène à la question des plaisirs préliminaires aussi dans la relation sexuelle entre adultes. Il peut y avoir du plaisir dans la montée de tension, il peut y avoir du déplaisir dans la décharge, tout est une question de rythme. Et aujourd'hui, si je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, au fond, le bébé, on le voit vraiment à travers la question du rythme, la synchronisation, la mise en rythme compatible des flux sensoriels qui viennent de l'autre et la rythmicité propre aux interactions, ni trop violente, ni trop douce non plus. Il y a un entre-deux extrêmement délicat, extrêmement intéressant, qui fait le charme des interactions précoces adulte-bébé.